François Gard, depuis une semaine, vous avez rencontré les élus calédoniens pour évoquer le thème de la défense dans le cadre de cette mission d'écoute et de conseil sur l'avenir institutionnel. Selon vous, est-ce que les élus de tous bords politiques ont poussé la réflexion assez loin sur les conséquences d'un tel transfert ou pas ? Voilà, le transfert n'étant rien décidé. C'est clair, mais enfin, ont-ils déjà poussé la réflexion ? Le sens de la mission, c'est de permettre aux élus, quelle que soit leur vision globale de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, d'appréhender le sujet. Donc, par définition, c'est un sujet qui est loin de la vision opérationnelle et des préoccupations quotidiennes des élus. Autant les thèmes précédents qui ont été abordés par d'autres membres de la mission, la justice, la police, on voit à peu près. Autant la défense, c'est très loin des compétences des provinces, du congrès, des mairies. Donc la défense, oui, bien sûr, on voit le défilé du 14 juillet, le SMA. Pour les gens de plus de 40 ans, ils se rappellent, pour les garçons de plus de 40 ans, ils se rappellent leur service militaire. Voilà, il n'y a pas... Mais vous les avez trouvés comment ? Préparés, novices, un peu naïfs dans ce contexte de globalisation générale que l'on connaît en 2011 Je les ai trouvés en tout cas très intéressés par les informations que, avec l'aide du haut-commissaire et du commandant général, commandant supérieur, j'ai pu leur apporter, posant des questions, voulant approfondir certains sujets. Et voilà, c'est le but de la mission, c'est précisément cela, c'est-à-dire de leur permettre de rentrer dans le sujet, dans les sujets régaliens, et par définition, les sujets régaliens, les élus calédoniens les approchent de loin. Eh bien, il faut que ce soit plus de loin, mais d'un peu plus près. Alors justement, votre lettre de mission, François Gard, quelle est-elle ? Est-ce que vous êtes venu négocier ? Non. Bien entendu que non, ce n'est pas l'objet du tout de la lettre de mission. La lettre de mission nous demande aux 6 experts qui ont été désignés d'approfondir la réflexion sur les différents sujets régaliens pour que, le moment venu, les élus fassent leur choix en toute connaissance de cause. Donc nous ne portons pas une parole de l'État. La parole de l'État, elle est portée par les autorités gouvernementales et le haut-commissaire. Nous sommes des électrons libres et c'est très bien comme ça, de manière à avoir une capacité à mettre sur la table les différents sujets à destination des élus. Tâche ardue, car c'est régalienne, certains en veulent, d'autres pas. Oui, mais ça, on sait bien que depuis un certain temps déjà, tous les Calédoniens n'ont pas la même vision de leur avenir. Une fois qu'on a dit ça, voilà, la différence entre quand même la situation actuelle et une situation d'une Calédonie qui aurait pris la pleine souveraineté, c'est précisément les compétences régaliennes. Donc, pour faire avancer la réflexion, il faut regarder ce qu'il y a dedans et voir si et comment chacun se positionne par rapport à ses compétences. Alors restons sur la défense, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Le budget des FANG, c'est 22 milliards pacifiques et on rajoute, avec le SMA, et puis on rajoute, c'est à peu près 2000 personnes. C'est conséquent quand même quand on parle d'un transfert de ce niveau-là. Alors, la réalité des FANC, c'est effectivement le chiffre que vous avez donné, plus le SMA qui ne dépend pas des FANC. Donc ça fait des moyens considérables que l'État consacre à la défense en Nouvelle-Calédonie. Et là, on est juste dans une problématique d'état des lieux, mais c'est des chiffres qu'on n'a pas l'occasion de manipuler tous les jours, si je puis dire, et ça donne justement idée de quel est l'enjeu. Et j'ajoute que quand on dit que ça représente 1800 personnes, bien entendu, ça n'a pas de sens de les considérer en tant que telles. Ces 1800 personnes appartenant à une armée qui compte plus de 200 000 hommes et femmes. Aujourd'hui, dans la région Pacifique, combien d'armées comptent vraiment ? Est-ce qu'il y a les FANC, l'armée française ? Y a-t-il d'autres armées qui comptent réellement ? Alors, parmi les pays du Pacifique, certains ont fait le choix de ne pas avoir d'armée du tout, comme le Vanuatu ou Kiribati. D'autres ont des armées plus ou moins importantes. Les seuls qui ont une armée avec une capacité de projection, c'est-à-dire des bateaux, des avions qui permettent d'aller où on a besoin d'eux, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France. Donc 3 armées finalement qui ont un rôle important à jouer dans la région. Absolument, qui contribuent à sa stabilité. Alors voyons justement ces actions de coopération régionale avec un échange interarmé entre les FANC et l'armée australienne. C'est un reportage de Brigitte Wapp et Michel Bouillet. Ensuite, on parle des problématiques de ce transfert de la défense. Regardez. Le 5e régiment de la Royal Australia est composé de 20 fantassins. Ces hommes et leurs 15 kilos d'équipement sont embarqués depuis le camp de Nandaï, direction les collines voisines où s'effectue l'exercice. Les soldats sont divisés en 3 équipes, une australienne et 2 françaises. Tout l'exercice est coordonné par un commandant qui donne les instructions par radio.
Ces échanges sont militaires, mais font partie des échanges normaux que la Nouvelle-Calédonie a avec ses voisins, que ce soit l'Australie, Nouvelle-Zélande, mais aussi les Fidji ou le Tonga. C'est une manière de s'intégrer dans cette région, de participer aux activités de cette région. Et pour nous, armée française plus spécifiquement, c'est travailler l'interopérabilité et apprendre à travailler ensemble, voilà, et à s'entraîner ensemble. Bilan de l'opération, 2 morts, 2 blessés et 1 prisonnier du côté de l'ennemi. Mais tout ne s'arrête pas là puisque les soldats doivent s'occuper des blessés pour leur apporter les premiers secours. Le secourisme au combat, c'est surtout par rapport aux ennemis qui ont été blessés, de les prendre en charge et de les sortir de la zone de combat le plus rapidement possible. Le chef des opérations fait un bilan radio pour tenir informés les Australiens de l'évolution de la situation. New enemy situation is one enemy element. Tout l'exercice se passe en anglais pour simplifier la compréhension par tous. On a l'habitude de travailler avec les Australiens et on travaille bien avec eux. Leurs procédures, même si elles ne sont pas exactement les mêmes que nous, sont globalement similaires aux nôtres. Et ensuite, on a eu une grosse phase de préparation de l'exercice toute la journée d'hier et toute la nuit pour que toutes les mesures de coordination soient bien comprises et des sections françaises et de la section australienne. Donc jusqu'à maintenant, on n'a aucun problème avec les Australiens s'ils ne parlent pas trop vite à la radio. Les échanges interarmés se déroulent plusieurs fois dans l'année, avec un regroupement pour la grande opération Croix du Sud. Ces grandes manœuvres permettent aux armées de s'exercer avant de se retrouver côte à côte sur de futurs théâtres d'opérations militaires. On le voit, François Garde, le transfert de la compétence régalienne défense suppose plusieurs évolutions si elle intervient. Lesquelles, par exemple ? Alors, je ne poserai pas le problème tout à fait de cette manière-là. J'ai constaté en discutant avec les uns et les autres qu'il y avait un certain nombre de points qui faisaient l'objet d'un très large consensus. Par exemple, la nécessité de disposer de forces opérationnelles de bon niveau. Les armées sont là pour protéger les populations, on le voit en cas de catastrophe naturelle par exemple, et puis c'est par rapport à d'éventuelles menaces extérieures. La plupart de mes interlocuteurs considèrent que cette protection des populations ne doit pas être diminuée. La plupart de tous mes interlocuteurs sont également intéressés par des pistes de réflexion sur le fait d'avoir plus de Calédoniens parmi ces forces armées. Donc la calédonisation des effectifs. Jusqu'à un certain point, elle est déjà réelle. Il y a plus d'une centaine de Calédoniens qui s'engagent dans les armées chaque année. Et après, il faut regarder comment, s'il y a une demande politique en ce sens, et comment elle peut être transcrite sans toutefois perturber le bon fonctionnement. On comprend bien qu'un jeune homme de 18 ans qui s'engagerait dans l'armée en espérant être général à 50 ans et ne jamais quitter le caillou, ça ne serait pas un vrai soldat. Donc il faut une mobilité. Bien sûr. Sur le commandement et sur la verticalité dans l'armée du commandement, là aussi, c'est aussi une problématique entre guillemets ou pas ? Alors là, pour le coup, il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien les forces armées en Nouvelle-Calédonie sont sous l'autorité politique du président de la République, chef des armées, ce qui veut dire que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, ou bien l'armée qui est en Nouvelle-Calédonie est sous le commandement politique d'une autorité militaire calédonienne, mais ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie aura fait un autre choix. J'ajoute que dans cette logique-là, la Nouvelle-Calédonie pourrait conclure, si elle le souhaitait, et si la France le souhaitait, des accords de défense avec la France. Donc sur cette question fondamentale de la verticalité du commandement, on voit bien qu'il n'y a pas de compromis au milieu. Si les accords de défense, certes, mais faut-il encore que les deux parties veuillent bien les signer ? Absolument. Rien n'obligerait la Nouvelle-Calédonie à se tourner vers la France, elle pourrait se tourner vers tout autre pays, ou ne pas en passer du tout, et rien n'obligerait la France à accepter ce que demanderait la Nouvelle-Calédonie. Mais enfin, en disant ça, je ne veux pas avoir l'air de dire qu'on prépare des scénarios, vous voyez, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on explique comment fonctionnent les choses. Et s'agissant du service militaire national, est-ce que là, les élus vous les avez sentis demandeurs ou pas ? Oui, on sait bien, on entend souvent dans la société calédonienne, il y a une demande de retour au service militaire. Il me semble difficile que l'État provoque un retour au service militaire juste en Nouvelle-Calédonie pour des tas de raisons, et notamment celle de l'égalité devant la loi. Pourquoi on ferait un service en Calédonie et pas en métropole ? Donc ça me paraît difficile. Par contre, réfléchir à un transfert d'une partie de la compétence permettant à la Nouvelle-Calédonie d'organiser sur son budget
un service militaire obligatoire ou un service national obligatoire. C'est quelque chose qui est assez baroque, hein, mais sur quoi on peut éventuellement réfléchir. Mais au nom du principe de l'égalité républicaine, s'il y a un terrain de combat, un conflit, il faut que tout le monde parte alors dans ce cas-là. Ah, si la France est attaquée, bien entendu, mais le service militaire en France, contrairement à ce qu'on dit toujours, n'a pas été abrogé, il a seulement été suspendu. S'agissant du SMA, il marche très bien ici en Calédonie et il fonctionne très bien pour beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a une demande des élus d'une calédonisation du SMA aussi ou pas? Alors le SMA est calédonisé à 100% des volontaires qui servent au SMA. Le fonctionnement de ce régiment fait l'objet de louanges unanimes de tous les élus que j'ai rencontrés. Et je dirais que de ce point de vue-là, le système fonctionne et il n'y a pas de raison a priori, dans ce que j'ai entendu, il n'y a pas de raison de bouleverser les choses. On le voit, un projet de société, c'est du global, François Garde. On peut pas, il faut être en capacité pour plein de choses. Bien sûr, et cette réflexion n'est pas étanche, si je puis dire, des réflexions qui sont conduites sur les autres compétences régaliennes. Mais là, encore une fois, notre rôle, c'est d'apporter des éléments. Il appartient ensuite aux différents mouvements politiques de se positionner en disant tel aspect nous intéresse, tel aspect ne nous intéresse pas. Et j'ajoute que cette réflexion ou ces éléments d'information sont portés dans la transparence la plus complète, puisque les fiches sur lesquelles nous travaillons sont mises régulièrement en ligne sur le site du Haut-Commissariat. Donc la population peut tout à fait s'approprier également ces sujets, parce qu'elle sera, au moment approprié du processus, invitée à donner son sentiment. Donc il y a parfois une certaine inquiétude dans la population, on entend dire qu'il se passe des choses dans le dos des gens. Non, tout est transparent, tout est sur le site du Haut-Commissariat. Vous parlez des inquiétudes de la population. Votre avis sur cette volonté ou pas des forces politiques d'accorder leur position pour faire réussir l'accord de Nouméa? On entend beaucoup de chicaneries. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas de légitimité à commenter la vie politique calédonienne. Je me doutais de cette réponse. Oui, vous avez quand même, vous êtes un spectateur avisé, éclairé. Je suis, si vous voulez. Mais il y a une des choses que j'ai appris en Nouvelle-Calédonie qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que quand on parle, il faut être sûr de la légitimité de sa parole. J'ai une lettre de mission de Manuel Valls pour m'exprimer sur la défense. Je ne veux pas ajouter, je n'ai rien à dire à ce micro sur la situation politique. Mais si les forces politiques calédoniennes échouent, l'État va devoir agir par défaut. Non, l'accord de Nouméa, c'est une logique avec 3 partenaires et les 3 partenaires doivent réussir ensemble. Mais je pense que cette question s'adressait au haut-commissaire. Alors une dernière précision, François Garde, on attendait avec vous Alain Christnart en Calédonie. Il n'est pas venu, pourquoi? On se demande, beaucoup de gens se demandent pourquoi. Simplement pour des raisons d'agenda. Donc l'émission, on est parfois seul, parfois deux. Je pense qu'Alain Christnart reviendra avec Benoît Lombrière pour la compétence relations extérieures, qui est la suivante dans notre calendrier de travail. Le but du jeu étant d'avoir balayé toutes les compétences régaliennes pour le prochain comité des signataires classique, celui du mois de novembre. Une dernière chose, vous êtes un écrivain à succès chez Gallimard et dans votre 2e livre, Pour 3 couronnes, vous parlez d'une colonie imaginaire d'outre-mer que vous avez baptisée Bourg-Tapage. Est-ce que vous pensiez à la Calédonie en trouvant ça en ce nom? Alors, j'ai créé une île tropicale, effectivement imaginaire, de culture française, et lorsque j'en ai dessiné, en tout cas dans ma tête, les rues de la géographie, la culture, la cuisine, etc., j'ai mélangé un peu Nouméa, un peu Saint-Denis-de-la-Réunion, un peu Cayenne. Voilà. Bon, les Calédoniens, ils reconnaissent la Calédonie, enfin les Réunionnais, ils reconnaissent Saint-Denis-de-la-Réunion, et les Haïtiens, ils reconnaissent Port-au-Prince. Donc le romancier a une très grande liberté là-dedans. Et j'ajoute que votre dernier livre s'intitule La baleine dans tous ses états. Merci François Garde pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous.